avant de filer au pays de Todoro Mbiang-Bema, on reste dans celui de Mamadi Doumbouya. On parlait de la traque des biens mal acquis et on soulignait que des montants faramineux ont été saisis par la justice de ce pays. Adam Adjorno, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'était pour répondre sur la question que vous évoquez en parlant du fait que les collaborateurs, sinon les propres collaborateurs de Mamadou Doumbouya, dans ce jeu-là ne sont pas inquiétés. En réalité, oui, ça également, il faut l'évoquer, mais n'oubliez pas qu'à l'entame de son magistère, Mamadou Doumbouya avait mis les fourchettes en faisant en sorte que ceux qui sont aussi bien dans le gouvernement, sinon ses collaborateurs, soient véritablement dans des modèles. On les a vus aborder dans des tenues militaires, qui voudrait dire quelque part que Mamadou Doumbouya voulait véritablement faire en sorte que ses collaborateurs fassent figure de modèle dans ce pays-là. Mais au même moment, moi je pense que sur certaines questions, lui-même, il a été aussi cité dans des questions foncières, liées à une localité donnée jusqu'à date. On constate que la justice est pratiquement muette sur cette question-là. C'est ce qui ne donne pas en véritablement des gages d'une certaine disons impartialité en ce qui concerne la justice. Il faudrait quand même que la justice à double vitesse quelque part, à partir du moment où les questions sont évoquées concernant qu'il soit au gouvernement ou pas, comme il essaie de le faire, il faudrait quand même que ces questions puissent faire débat public et faire en sorte que la justice puisse ne serait-ce que écouter ces personnes-là qui sont citées, lui donnera véritablement une certaine crédibilité à pouvoir continuer. Mais si il continue pas à rester dans ce mutisme, en faisant en sorte que si ceux qui sont aux affaires aujourd'hui soient cités que ce soit de bonne ou de mauvaise foi, puis également ça peut être également le cas, puis étant donné que ils sont dans un mécanisme de pouvoir rompre avec les vieilles habitudes, certains peuvent également évoquer des questions ou pratiquement les inventer pour dire que voilà, ne sont pas seuls. Il y a ceux-là également qui sont dedans, mais qu'on essaie de pouvoir ne pas inquiéter. Mais quelque part, la justice, pour son impartialité, la crédibilité qu'on veut de toutes nos juridictions africaines, je pense qu'il est de bonne loi que cette justice-là, ne serait-ce que puisse se prononcer sur cette question-là et éclairer la lanterne de l'opinion. C'est pour l'avenir, c'est pour des gages de crédibilité de cette justice-là. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Adam a évoqué quelque chose de très important parce que Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui prône la bonne gouvernance et la clarté dans les choses. Donc je pense qu'il devrait devancer même ceux-là qui l'accusent. Il pouvait commencer par lui-même. Oui, par lui-même et puis éclaircir la situation et pour que les gens n'aient pas certaines idées sur lui. C'est parce qu'il n'a pas fait ce genre de choses que certains lui prêtent des intentions de pouvoir écarter de potentiels adversaires lors de prochaines élections. Mais je me dis, Mamadi Doumbouya ne s'est pas jeté ou bien la justice guinéenne ne s'est pas juste lever comme ça pour aller arrêter des gens à la maison. Il y a des audits qui ont été faits et qui ont véritablement révélé des faits de vol, de détournement de deniers publics, de recel et autres là. Donc c'est sur ça que le procureur de la République s'est basé pour aller saisir les biens des gens, pour aller véritablement fouiller dans les maisons pour constater certaines choses et pour arrêter les gens qui parmi eux, certains ont véritablement dit la vérité au procureur de la République. Donc je pense que Mamadi Doumbouya, sur ce que vient de dire Adam, il a raison. Mamadi Doumbouya doit faire la lumière, notamment sur les cas de recel de parcelles qui appartenaient à l'État. Il devait faire la lumière sur cette affaire-là. Pourquoi pas faire une conférence de presse pour donner son avis sur la chose et même donner la possibilité à la justice de faire des enquêtes judiciaires pour prouver réellement si c'est vrai qu'il a acquis des domaines administratifs ou pas. Donc la même chose qu'on reprochait à Cellou Dalein Diallo, il ne faut pas que lui-même il s'enfonce dans ce genre de situation pour créer l'imbroglio au sein de l'appareil judiciaire de l'État. Alors, si vous le permettez, on va quitter donc Conakry pour Malabo. Nous sommes maintenant en Guinée équatoriale. La Cour constitutionnelle équato-guinéenne a validé lundi sans surprise les résultats des élections générales du 12 novembre et la large victoire du Parti démocratique de la Guinée-Conakry au pouvoir depuis 38 ans. Selon le président de la Cour constitutionnelle, Salvador Ondo Ngouma, les élections avaient été libres, transparentes et justes. Le tribunal a jugé valide les résultats des élections publiées
par la commission électorale le 27 novembre. Le 17, j'allais dire. Les résultats définitifs ont attribué la majorité au PDGE qui dirige donc le pays depuis l'indépendance. Adam Adjornou, ou bien c'est Gabin plutôt. Gabin, c'est loin d'être une surprise. Même pas, moi je ne peux pas être surpris par ces résultats. On sait combien, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne peux pas être surpris parce que moi je me dis la dernière fois sur une plateforme que Théodora Obiang-Nguema peut même rapporter à 100%, il n'y aurait pas de souci. Donc aujourd'hui, quand les sondages tournent autour de 99, quelques pourcentages, ça dénote véritablement d'un score russe. Regardez, quand on prend les élections législatives, le parti au pouvoir a 99 députés sur 100. Voilà. Un député pour l'opposition. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je me demande le poids que représente ce député-là au sein de l'Assemblée nationale guinéenne. Je me demande ce qu'il va faire. Il va juste s'aligner sur la position des autres parce que sa voix ne va même pas porter. On ne saura même pas ce qu'il peut faire là-bas. Donc moi, quelqu'un qui a déjà passé 43 ans à la tête du pays, ça veut dire qu'il a tout l'appareil exécutif judiciaire et même de la communication dans ses bottes. Il peut tout faire et on ne va rien lui dire parce que c'est quelqu'un qui dirige le pays de main de maître depuis plusieurs décennies et qui va encore continuer malgré son âge, que certains même qualifiés de jeune âge. 80 ans, mais jeune âge, je me pose beaucoup de questions sur ce genre de situation. Moi, la question que je me pose très souvent et qui me suscite quelque chose parce que je me demande, il ne faudrait pas que nos dirigeants dirigent les pays pour qu'après moi le déluge. Parce que quand tu as eu à diriger un pays pendant très longtemps... Vous voulez parler d'un long règne? Oui. Ça crée toujours des problèmes. Ça crée toujours des problèmes. Et la population, souvent, a du mal à se retrouver après que celui-là soit parti. Donc, aujourd'hui, Théodora Obiang-Nguema, 43 ans, et qui va continuer en 5 ans, 48 ans, probablement 50 ans après, s'il vit encore, je suis sûr qu'il y aura véritablement de problèmes après le départ de celui-ci. Il va falloir qu'il crée des conditions. Moi, j'aurais souhaité que même s'il reste encore, il peut quand même placer un second pion qui ira à ces élections-là pour préparer une transition en douce, pour que la démocratie revienne un peu dans ce pays-là, parce que là, je crois que c'est la dictature pure et simple. On sait très bien ce qui s'est passé avant la tenue de ces élections. L'opposant principal a été arrêté parce qu'on dit que, bon, on lui avait adressé une convocation, il n'avait pas répondu, et c'est à cause de ça on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et ceux-là qui sont allés aux élections, ce sont même parmi eux des gens qui louent le président de la République. Donc moi, je me pose des questions si dans ce pays-là, il y a encore un véritable opposant. Et s'il est encore un véritable opposant, même si tu fais bien, à un certain moment, tu seras fatigué. Je pense qu'à 80 ans, c'est déjà beaucoup. Il va falloir qu'il se trouve un dauphin, mais quand même, il a encore accepté y aller. Il a gagné par le score russe, même si les gens disent que la Cour constitutionnelle n'a pas encore confirmé. On sait très bien ce que la Cour constitutionnelle va être difficile dire. Pour la Cour constitutionnelle. Si la CENI dit 98%, la Cour constitutionnelle peut aller 99% parce qu'il y aurait une voix qui aurait été cachée quelque part. Donc moi, je ne suis pas surpris par ce score, mais quand même, il va falloir qu'à l'avenir, on revoie la manière de faire les choses pour que la Guinée n'en pâtit pas après le départ, parce que même si nous refusons l'alternance, nous humains, il faut quand même penser à ce que Dieu il peut faire l'alternance demain. Oui, la preuve, c'était en Gambie, si on se souvient encore, où Yaya Jammeh a été battu par Adama Barrow. Le même Yaya Jammeh est revenu dire que c'est lui qui avait gagné. On ne sait pas ce qui s'était passé concrètement. Alors Adam Adjornou, lui, il a parlé de Dauphinat tout à l'heure. Il y a le tout-puissant fils du président Théodora Obiang-Nguema. Il s'appelle Théodorène. Peut-être que c'est lui qui va remplacer son père. Pour le moment, le parti va très bien. Le parti a remporté 99 sièges sur 100 au niveau des élections législatives, 55 sénateurs sur 70. À ce niveau, l'opposition a fait un pas. Et puis, plus de 243 conseillers municipaux, soit la majorité absolue à tous les scrutins. Non, vous avez cité le Sénat, l'opposition n'a pas fait un pas. Quelque part, ce sont les 55. C'est les 55 sénateurs
qui sont élus. Et les 55 sont de la partie au pouvoir. Le chef de l'État, je ne crois pas, puisque il lui appartient de nommer, je crois, 15 ou 16. Et partant de là, nous n'avons pas une opposition sur le territoire. Les vraies oppositions sont pratiquement à l'extérieur. Ils viendront pratiquement. Donc, l'opposition n'a pas fait de pas. Donc, bon, ce qu'il faut dire, c'est vrai que lorsque nous prenons la structuration, la nomenclature de la gouvernance au niveau de la Guinée équatoriale, il y a évidence de pouvoir donc évoquer un certain nombre de questions, puisque nous sommes dans l'ère du temps démocratique. Et lorsque vous voyez une chaîne, vous avez le père qui est président de la République, le vice-président, donc fils du père, etc. Je pense que il y a lieu quand même de faire débat. Il y a lieu de faire débat. Mais au même moment, lorsque vous voyez sur le territoire, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait quand même qu'on ait dans des prémices qui puissent permettre, on ne va pas seulement se focaliser sur ces résultats, puisque ces résultats, comme vous l'avez évoqué, ne surprennent personne. On s'y attendait de toutes les façons, à moins que quelqu'un puisse s'attendre à un miracle donné. On ne s'y attendait pas à autre chose que ce qu'on a vu. Mais au même moment, moi je pense que pour arriver donc à enraciner, à avoir une opposition qui s'exprime réellement dans un pays où ne serait-ce que les débuts, les bribes de démocratie commencent par émerger, il y a du chemin à faire. Et c'est partant de là que moi j'invite, puisque lorsque nous prenons les démembrements sous-régional au niveau de l'Afrique centrale, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas un poids, même s'il y a des revendications liées donc à une opposition, puisque ces pays-là pratiquement se ressemblent et font pratiquement la même chose, à quelques différences près. Sur certains qui veulent bien que la démocratie commence pas à s'exprimer, mais quelle que soit la force des choses, nous avons constaté que vous payez, que ce soit le Cameroun, Congo-Brazzaville, etc., c'est pratiquement les pays qui ont des similitudes en matière de gouvernance. C'est en cela que moi j'interpelle l'Union africaine, qui peut véritablement, puisque l'Union africaine au moins chapeaute ces démembrements régionaux, et peut véritablement faire en sorte que au niveau des tests plus en matière de bonne gouvernance dans nos pays, mais également en matière de démocratie, qu'on puisse véritablement mener des lobbies, puisque au jour d'aujourd'hui, ce sont des pays qui sont dirigés de main de fer par ces dirigeants-là, et qui n'entendent pas que ce soit l'extérieur puis dans les dicter quoi que ce soit. Mais moi je pense que quelque part par la pédagogie, de longues faire en sorte que d'instaurer ne serait-ce que un pas de démocratie dans ce pays-là. Puisqu'on parle de démocratie parce que nous avons une pluralité d'expression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau de la Guinée équatoriale. Donc discuter seulement du simple fait que les élections ont donné ne serait pas, à mon avis, enrichissant pour un débat si tel est qu'on veut véritablement faire de nos pays dans des modèles, arriver donc à pouvoir donc générer une sorte de démocratie. Il faudrait quand même qu'on fasse intervenir d'autres opinions, notamment donc ces structures-là comme l'Union africaine, qui puissent intervenir, faire en sorte que on puisse pas de la pédagogie, faire en sorte que les opposants puissent avoir au moins droit de citer ou pratiquement une opinion au niveau donc de la Guinée équatoriale, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que les Guinéens, lorsque vous les interrogez, de toute la façon, nous avons vu les reportages qui sont passés. Pour la grande majorité, de toute la façon, le pays est en train d'être construit. Et ce qui importe à la grande majorité aujourd'hui, qui, lorsque, c'est vrai, lui-même, lorsque vous le prenez, plusieurs rapports émanant donc de la Guinée équatoriale ont critiqué certains rapports estimant que les droits de l'homme, etc., sont brimés dans ce pays. Or, tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit Malabo, surtout, et Bata, les deux villes que j'ai eu la chance de visiter, vous constatez véritablement que c'est un leader qui est en train de bâtir son pays. Il bâtit son pays véritablement. On dit cela. Ça, lorsque vous allez, il n'y a rien à dire. Donc, quelque part, c'est vrai que l'aspect démocratique est là, mais est-ce que c'est ce qui importe aujourd'hui à la population? La population veut bien vivre, en tout cas, la grande majorité. Pour certains, c'est vrai que la politique, c'est leur dada, c'est ce qu'ils veulent faire, et s'exprime sur la question. Mais pour la grande majorité, à partir du moment
les besoins fondamentaux du pays donc, sont respectés. Donc la politique n'est pas véritablement ce à quoi ils pensent. Donc moi je pense que quelque part le pays a été d'être bâti. Il faudrait quand même que la population, est-ce que ces chiffres qui sont avancés par ces institutions expriment véritablement la réalité sur le terrain? Je suis un peu dubitatif, puisque lorsque vous arrivez en Guinée équatoriale, vous sentez véritablement que c'est un pays, à part ces derniers moments où le pétrole a eu donc une chute et ça a affecté réellement donc les ressources de ce pays. Sinon, par le passé, lorsque vous arrivez, vous ne voyez pas un pays où vous constaterez véritablement que la population souffre. Et lorsque vous arrivez, bon, les affaires marchaient, c'est vrai que sur le plan politique, ils sont véritablement donc réservés. Lorsque vous venez, que vous ne vous mêlez pas, vous ne vous embourbez pas dans les affaires politiques, dans ce qui ne vous concerne pas, et que vous vous attaquez à ce à quoi vous êtes venu naturellement sur les questions économiques, etc., vous en sortez véritablement dans tête haute. Et moi, je pense que si la justice sociale est mieux exprimée, c'est ce que veut la population, mais il faudrait véritablement que l'Union africaine fasse donc la pédagogie pour permettre à ce que la démocratie, ne serait-ce que les bribes de la démocratie, commencent pas à émerger dans ces pays-là. Pour aider peut-être Adam Majorno en Guinée équatoriale, plus de 70% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Oui, les réalités sont là. Le clan Teodoro Obiangema est en train de construire le pays, mais visiblement, on ne sent pas cela dans le panier de la ménagère. En tout cas, l'opposition à travers le parti CI, Citoyen pour l'innovation, s'en sort, comme Adam le disait tout à l'heure, avec un seul député dans le nouveau Parlement et un conseiller municipal. Ces deux sièges ont été détenus à Malabo. Les sièges ont été détenus à Malabo, la capitale. Ça veut dire qu'au niveau de la capitale, l'opposition est en train de percer, un peu si on peut le dire ainsi. En tout cas, les citoyens pour l'innovation, le chef de file a annoncé, le chef de file c'est Gabriel Nzé Obiang, il a annoncé qu'il n'est pas certain de siéger au Parlement. Un autre Obiang, ouais, c'est quand même la famille. C'est le pays d'Obiang. Le pays d'Obiang. Moi, le paradoxe aujourd'hui, c'est un peu ce régime-là, quelqu'un qui dirige le pays depuis 1979, avant que nous voyions le jour, et qui est toujours là, mais quand même n'arrive pas à faire le bonheur de sa population, comme l'avait fait entre-temps Muammar Kadhafi, paix à son âme. Moi, je suis un peu surpris aujourd'hui quand les rapports disent que la population, avant, même en 2020, c'était la population vivait avec au moins $3,65 par jour. Mais aujourd'hui, ils sont à moins de $1. Ça veut dire que ça va en décrescendo. Et le pouvoir aujourd'hui, je pense que c'est à l'usure. C'est compte tenu des difficultés de l'heure, sans doute. C'est vrai, mais quand même, quand on dirige un pays, il faut prévoir des choses. Et moi, je pense qu'au vu des ressources qu'engrange ce pays-là, il est en train de faire de l'enfumage. C'est vrai, il y a des choses qui se font, mais ces choses-là qui se font, c'est pour se dire que je suis en train de travailler, alors que ces choses-là, ils devaient le faire beaucoup plus tôt même. Eux, aujourd'hui, s'attarder sur le bonheur, le bien-être de la population. Si c'est maintenant qu'il va construire les infrastructures et développer des projets avant de penser à la population, je pense que la Guinée équatoriale va aller à volo. Moi, aujourd'hui, je pense que son fils, d'ailleurs, que les gens prétendent qu'il va venir au pouvoir remplacer son père, après est décrié dans toutes les affaires de détournement de fonds, de biens mal acquis un peu partout. Si c'est celui-là à qui on prépare le terrain pour pouvoir venir prendre le pays en main, je pense que c'est assez risqué. Adam vient de le dire, l'Union africaine doit prendre l'élan pour arrêter ça le plus tôt possible. Il a tout fait pour éliminer les opposants. Les opposants n'ont aucun pouvoir dans ce pays-là. Je me demande ce que l'Union africaine peut faire dans les pays en guerre. On voit peu l'Union africaine maintenant dans un pays où il n'y a pas la guerre, peut-être déficit de démocratie. Qu'est-ce que l'Union africaine peut dire? Oui, parce que nous sommes dans une organisation et les conventions internationales, ça prime sur même la Constitution. Donc, il va falloir que l'Union africaine s'inscrit dans leur charte, les règles démocratiques, sauf que ce n'est pas appliqué. Mais il va falloir quand même qu'à un certain moment, mais ce serait impossible.
c'est une évidence, ce sera impossible, d'autant plus que certains chefs d'État au niveau de cette union-là essaient quand même de se représenter encore et encore, et même le financement de cette union-là est fait par la plupart de ces chefs d'État-là qui détiennent des mannes pétrolières. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui pour qu'on puisse dire à Teodoro Obiang Nguema de refaire les choses, de faire bien les choses. Moi, ma surprise, c'est au niveau de la population qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, à ses besoins primaires, mais quand même qu'il y a un chef d'État qui dirige le pays de main de fer depuis belle lurette. Moi, je pense qu'il va falloir que lui-même se rende compte que le pouvoir est à l'usure, parce que quand tu diriges pendant très longtemps, tu n'as plus de challenge, tu n'as plus de défi, tu te dis peu importe ce que je fais, il n'y a personne qui va me contredire, il n'y a personne devant moi qui va me contraindre à faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut rien proposer. Quand on dirige pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on va jusqu'à 43 et 48 ans bientôt, je pense qu'il va falloir qu'on arrête et puis on positionne quelqu'un qui sera à même de bien diriger. Et si on dirige bien et que la population arrive à retrouver le bonheur et que le pays va bien, je pense que ce sera à son avantage et c'est son nom qui va être glorifié, au lieu de rester là et de ne rien proposer, parce que je pense que le poids de l'âge aussi, ça agit sur lui, même s'il essaie de se faire tout jeune aux yeux des gens. Je pense que le poids de l'âge agit, et quand on a un certain âge, on devient petit dans la tête, on ne propose plus rien. Là où il est actuellement, je pense que même il va tomber dans le piège d'un certain Paul Biya qui oublie même parfois le nom de ses ministres. Alors, en tout cas, le président Obiang Nguema, lui, il pense peut-être le contraire. Il a affirmé à la télévision d'État, juste après son vote, que la Guinée équatoriale était une référence au niveau démocratique en Afrique, et que c'est un exemple. Alors, Adam Madjono, en tout cas, il faut dire que les citoyens pour l'innovation, le parti d'opposition devient donc la deuxième force politique de ce pays. Force politique, moi je pense que nous devons éviter de rester dans le formalisme et pratiquement de faire de nos mécanismes de démocratisation de nos États, de faire pratiquement des formules à citer. Puis c'est une rhétorique qu'il fallait que le président évoque pour donner plus ou quand même davantage de crédibilité à ce qui s'est passé, qui voudrait à mon avis dire tout sauf démocratique. Puisque dans un pays où ceux-là même qui ont été élus se trouvent être contraints à la maison et n'ont pas eu le droit de pouvoir battre campagne, et qu'on estime que c'est un modèle démocratique, moi je me dis il y a matière à réfléchir. Puisque quelque part, est-ce que les fondamentaux de démocratie varient d'un pays à l'autre? Certainement, ça peut être le cas, compte tenu du fait que ces fondamentaux que lui-même essaie peut-être de dicter dans son pays peut être la voie à pouvoir donc sur laquelle on pourrait donc s'orienter pour mener donc ce débat-là. Mais si ce n'est pas le cas, si ce sont les fondamentaux qu'on connaît habituellement dans tous les autres pays, je pense que c'est quand même délirant de pouvoir donc écouter Obiang Nguema donc pouvoir s'exprimer ainsi. Ce qu'il serait mieux à faire, c'est de faire en sorte que, moi je me dis même pour l'histoire, puisque quelque part, même si on évoque le fait que le pays est bâti, etc. De toutes les façons, c'est un tout. Pour arriver véritablement à pouvoir s'exprimer sur le développement d'un pays, c'est beaucoup de mécanismes et beaucoup de niveaux de validation qu'il faut donc évoquer. Et sur cet aspect-là, moi je pense que si nous prenons pratiquement la démocratie avec ses corollaires, on constate véritablement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Et je pense que c'est le pays qui est pratiquement ridiculisé. Il est très évident aujourd'hui que lorsque vous évoquez la question de la Guinée équatoriale partout, il vous est très difficile d'avoir, disons, des points à pouvoir faire avancer pour signifier ou faire émettre un certain, disons, ne serait-ce que petit point en ce qui concerne donc la liberté, les droits de l'homme, la liberté fondamentale, les droits de l'homme, les droits humains dans ce pays-là. Et ce n'est pas bon.
pour un pays. Moi, j'aurais bien voulu que Obiang Nguema, et comme on le dit la plupart du temps, lorsque également le pouvoir use, vous arrivez donc à un certain âge donné, il est très difficile même que vos propres collaborateurs qui voient autrement les choses puissent véritablement donc vous conseiller, même vos propres conseils. Ils essaient de pouvoir donc occulter certaines choses qui peuvent redorer le blason du pays à l'international, ce qui n'est pas le cas au niveau de la Guinée équatoriale. Mais ce qui est souhaitable, c'est que voilà pourquoi nous parlons, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir évoquer un mécanisme interne ou endogène à ce pays-là pour évoquer le fait qu'à l'avenir, on pourrait avoir, disons, balisé le chemin pour arriver donc ne serait-ce qu'à un début de démocratie. C'est très difficile à l'interne là-bas, puisque de toutes les façons, il n'y a pas de voix dissonante. Vous ne pouvez pas avoir une voix dissonante et résider en Guinée équatoriale. Je pense que sur tous les points, l'histoire même l'a démontré à suffisance. Et donc ça donne beaucoup de poids donc à certains zélés de pouvoir martyriser certains qui estiment que qui ne partagent pas les mêmes opinions que eux. Et ça, ce n'est pas bon pour la gouvernance d'un pays. Et je pense que le pays aurait mieux à gagner si tel qu'on évoquait donc la question démocratique, puisque les gens auront véritablement le courage de pouvoir mobiliser les fonds et d'investir dans ce pays. Puisque quoi qu'on dise, que vous créez même des riches, qui sont des riches nationaux, il est très difficile d'arriver à un niveau de développement donné. Et voilà sur des points qui amènent donc des investisseurs à pouvoir donc envahir des pays qu'on ne retrouve pratiquement pas en Guinée équatoriale. Lorsque vous voulez effectuer un voyage en Guinée équatoriale, vous vous posez des questions. Comment je verrai, même si la réalité à l'interne est véritablement donc différente, vous posez des questions. Puis c'est sur le matraquage des gens, que vous soyez étranger ou national, il est très difficile de pouvoir. Il faudrait quand même que vous maîtrisez le mécanisme de fonctionnement du pays pour y aller. C'est très difficile. Je pense que à notre siècle, qu'on puisse donc fonctionner comme ça. L'opposition avait dénoncé de multiples fraudes et irrégularités le jour du vote. C'était le 12 novembre, mais avait jugé non nécessaire d'introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle qu'elle juge favorable aux partis au pouvoir. Par ailleurs, l'accès à Internet reste restreint depuis le 11 novembre, veille des élections en Guinée équatoriale. On va marquer la pause pour le journal. Juste après, on retrouve nos invités Adam Adjano et Gabin Adjao.